Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de l'ICSI sur les prises de décision et résilience, comment dépasser la crise. Nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Laroche et Jean Pariès pour ce nouveau webinaire dans le cadre de la campagne Gestion des risques et Covid-19. Quelques éléments techniques concernant ce webinaire. Alors pour les participants, vous verrez que votre micro est éteint. C'est pour éviter les bruits parasites. Par contre, le chat est largement ouvert et on attend avec impatience. Le webinaire est enregistré et vous retrouverez dans quelques jours le replay sur la chaîne YouTube de l'ICSI. Je donne maintenant la parole à Yvan Boissière, directeur général de l'ICSI, pour l'introduction de ce webinaire. Merci Dunia, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Juste pour vous indiquer, mais ceux qui suivent nos webinaires depuis un petit moment doivent le savoir, que c'est un webinaire qui s'inscrit dans une campagne plus large, une campagne autour de la gestion des risques et de la Covid-19. Nous ne sommes pas des spécialistes de la Covid, mais les transformations, les mutations que a généré la Covid dans le monde du travail, dans le management, etc., ont peut-être un impact sur la façon dont nous gérons les risques. Et c'est surtout une occasion pour s'interroger sur les modalités, éventuellement les alternatives des modèles de gestion des risques. Donc c'est l'objet de cette campagne. Vous savez, l'ICSI organise plusieurs campagnes tous les 2 ans à peu près. Et pour cette campagne-là, il y a 3 grands axes. Un premier qui est l'observatoire dans lequel se déroule ce webinaire et tous les précédents où il y avait des témoignages de dirigeants industriels ou bien d'experts qui nous apportent un regard un peu particulier sur cette crise et les perspectives en matière de gestion des risques. Il y a un deuxième axe qui est autour de réflexion prospective dans la tradition des travaux de l'ICSI et de la Fondation, puisqu'il y a aussi un groupe de travail de la Fondation qui va essayer de réfléchir aux éventuellement nouveaux modèles, nouvelles façons de faire de la sécurité de demain, à l'aune des transformations que met en évidence la Covid-19, avec des thématiques bien entendu comme celles qui sont traitées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des prises de décision dans l'incertain, du leadership dans l'incertain particulier? Comment renforcer la résilience des organisations? On va essayer d'approfondir tous ces sujets dans le cadre de groupes de travail avec différentes parties prenantes. Enfin, il y a un troisième pilier qui est une dimension très internationale que nous ouvrons parce que beaucoup des références des sujets qui sont ouverts aujourd'hui renvoient à des références internationales, en particulier anglo-saxonnes. Et nous allions à 2 réseaux de références sur les sujets qui sont au cœur du webinaire d'aujourd'hui, Resilience Engineering Association et Naturalistic Decision Making. Et après ce webinaire, il y a un rendez-vous incontournable, je dirais, qui est le symposium qui est organisé par ces 2 réseaux, l'ICSI et la FONCSI, du 21 au 24 juin à Toulouse, mais aussi peut être suivi en distanciel, avec en particulier la journée du 23 juin qui est co-organisée par l'ICSI et la FONCSI, autour justement de ces changements éventuels de paradigme sur la manière de gérer les risques. Vous avez toutes les informations pour cette journée dédiée aux industriels qui est accessible gratuitement aux membres de l'ICSI, mais aussi aux autres. Il y a juste un petit frais d'inscription modique pour y participer. Toutes les informations sur cet événement sont sur le site de l'ICSI, www.icsi-eu.org, et vous pourrez vous inscrire à travers le site de l'ICSI. Voilà, je laisse la parole à Dunia et aux intervenants pour le webinaire. À bientôt. Merci Yvan pour cette introduction. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Hervé Laroche. Alors à l'ELP Business School de Paris, il travaille sur des processus de décision dans les organisations et en particulier dans les processus qui amènent vers de mauvaises décisions. Il est intéressé par les questions de sécurité, de déviance et d'escroquerie. Il est également co-directeur avec Yvan Boissière et Denis Bernard de l'Executive Master de l'ICSI, aussi connu avec son petit nom le Maori, et est expert auprès de la FONCSI.
Jean Parias est ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Il a travaillé 15 ans à la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC. Il a ensuite rejoint le bureau d'enquête et d'analyse, le BEA pour la sécurité de 2000 à 2004. Il est directeur de recherche associé au CNRS, président de la Société Dédale pendant plus de 25 ans. Il a été également président de la Resilience Engineering Association de 2013 à 2019 et il a rejoint l'ICSI et la FONCSI depuis 2020 en tant que directeur scientifique. Donc merci à vous d'être présent avec nous de la prise de décision et la résilience organisationnelle. Alors on va commencer par une première partie qui est autour de la prise de décision avec Hervé Laroche. Hervé, quelles sont les approches classiques dans la prise de décision? Alors, bonjour à tous. De manière générale, la prise de décision, que ce soit en économie, en psychologie ou dans les domaines techniques, elle est conçue selon un modèle qui est normatif, hein, c'est-à-dire c'est la bonne manière de faire, et qui est un modèle rationnel. Donc décider, ça veut dire de faire un diagnostic en collectant beaucoup d'informations. Ça veut dire établir une liste de toutes les solutions qui sont envisageables à un moment donné. Ça veut dire évaluer les conséquences de chacune de ces différentes actions possibles et puis choisir la meilleure d'entre elles avec des critères qui sont précis et qui ont été prédéfinis. Alors, de manière générale, il est considéré que plus ce processus est systématique, formalisé, calculatoire, etc., mieux c'est. Alors, quand on regarde en psychologie comment les humains font pour prendre des décisions, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas très doués pour appliquer ce modèle rationnel. D'abord, ça leur prend beaucoup de temps pour faire tout ça, et puis ils font des erreurs. Alors, il y a tout un programme de recherche qui a entrepris de répertorier ces écarts par rapport à la norme rationnelle, faire la liste de ces erreurs. Ça s'appelle des biais cognitifs. Et cette démarche-là, elle a valu par exemple à un monsieur dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Daniel Kahneman, un prix Nobel en économie en 2002. Donc c'est vraiment l'approche qui est bien établie. Alors des biais cognitifs, il y en a des centaines, voire des milliers. Alors une des conséquences de cette vision de la décision, cette vision normative, rationnelle, c'est qu'on doit conclure que les humains ne sont pas fiables. Ils se trompent trop souvent, donc il faut les surveiller, ou bien il faut les aider avec des outils qui vont faire la majeure partie du travail, notamment le travail de traitement, de collecte et de traitement de l'information, donc des systèmes d'information, des calculateurs, des algorithmes et tout ça. Ce que je comprends, Hervé, c'est que finalement, les hommes sont pas qu'il faut les aider. Et finalement, cette méthode, en tout cas très rationnelle, basée sur toute cette collecte d'informations et le traitement de ces informations, pas si évident pour prendre de bonnes décisions. Alors, je suis désolé de te dire, mais on t'entend mal. Il y a un problème de micro, en tout cas en ce qui me concerne. Ok. Je te laisse continuer. Oui. Donc, par rapport à cette approche-là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette approche dite naturalistique decision making, elle s'inscrit en faux par rapport à cette approche dominante.
Hein. Et on doit donc à un monsieur qui s'appelle Gary Klein, qui a initié cette approche et puis qui est un petit peu son chef de file, hein, qui a publié plusieurs livres, puis des centaines et des centaines d'articles, d'avoir remarqué que, en fait, tous ces biais cognitifs, etc., ça décrivait pas très bien le comportement des gens dans les situations naturelles, et notamment, ça décrivait pas très bien ce que font des gens qui ont une expertise. Alors, une expertise, c'est pas nécessairement l'expert mondial de quelque chose, hein, mais simplement, l'opérateur expérimenté, l'ingénieur, la personne qui a un savoir-faire, et qui fait son métier dans une situation qui lui est familière. Et donc, l'idée de Klein a été de dire, en fait, il faut aller regarder tous ces travaux sur les biais cognitifs. Ils s'intéressent à des gens qui sont des gens ordinaires, et puis on fait ça avec les méthodes de la psychologie expérimentale, c'est-à-dire qu'on les met face à des situations totalement abstraites, extrêmement simples. Hein. Il s'agit de tirer des cartes, de choisir entre de tirer des boules dans des urnes, etc. C'est des problèmes extrêmement simplifiés et stylisés. Et il dit ça ne correspond pas en fait à ce que font les gens dans la réalité. Et donc il faut aller regarder ce qu'ils font sur le terrain. Et le mot naturalistique, hein, qui est un mot un petit peu bizarre, il veut dire ça. Il veut dire au naturel, hein, au naturel, sur le terrain, en situation réelle. Et il va s'intéresser. Alors Gary Klein a beaucoup travaillé pour l'armée américaine, hein, la DARPA, mais aussi des tas d'autres domaines. Et, il faut s'intéresser à ce que font les gens dans leur situation de travail. Et face à des tâches relativement familières dans des contextes réalistes. Donc il a été regardé des pompiers, des chirurgiens, des pilotes d'avion, le conducteur de train, enfin tout ce genre de métier fondé sur une expertise. Et alors ce qu'il a trouvé, et tous ses collaborateurs aussi, hein, évidemment, c'est que le comportement du décideur dans ces contextes-là, il est très différent de ce que suppose le modèle rationnel. Donc là-dessus, on est d'accord, il ne suit pas le modèle rationnel, mais il est très efficace. Et alors, il a essayé de décrire comment donc, se comportaient ces experts. Et il y a deux traits principaux. Le premier trait, c'est que ce que fait un expert dans une situation donnée, c'est qu'il reconnaît la situation d'emblée. Il va rapporter ce qu'il voit, ce à quoi il assiste, ce qu'il perçoit, hein, ce qu'il sent, à toute une bibliothèque de situations qu'il a connues ou dont il a entendu parler, ou etc. Et donc, il va faire un diagnostic, mais immédiat, sans collecter beaucoup d'informations. Et puis, en même temps qu'il fait ce diagnostic, eh bien, la décision, c'est-à-dire ce qu'il convient de faire dans cette situation, lui vient, généralement, pas toujours, hein, il y a des fois où c'est plus difficile, la plupart du temps, ça lui vient naturellement. Peut-être qu'on peut montrer, Dounia, le modèle de la reconnaissance, qui est le point... voilà, non, alors c'est pas celui-là, c'est l'autre. D'accord. Donc, ok. Manifestement, il y a un bug. Bon, c'est pas très grave. Ce qui est... Non, enlève celui-là parce qu'il est... Voilà, c'est celui-là. Non, alors... c'est l'autre. Désolé pour... Alors, oui. A priori, j'ai un décalage donc, dans les éléments que j'ai. Donc, je vais laisser la main à Yvan. Forcément, les tests étaient concluants, mais le direct apporte quelques soucis. Voilà, donc vous voyez que même avec des experts chevronnés, les erreurs sont néanmoins possibles, hein, mais c'est exceptionnel. Bon. Donc l'idée, c'est que l'expert, il a en fait un fonctionnement qui est un fonctionnement intuitif. Et Klein a consacré un livre à l'intuition, le pouvoir de l'intuition. C'est pas une intuition spontanée, créative, etc. C'est une intuition qui est fondée sur l'expérience emmagasinée.
Et puis, alors, dans ce processus-là, l'expert recherche pas la meilleure solution, il fait pas de l'optimisation, il prend la solution qui lui convient, hein, et qui généralement s'impose relativement naturellement à lui. La deuxième idée, c'est que ces experts ne fonctionnent pas en appliquant des modèles abstraits à des situations. Ils stockent leur savoir, on l'a dit, dans leur expérience, et cette expérience, très souvent, elle est stockée sous forme de schémas plus ou moins automatiques d'action, hein, dans telle situation, faire ceci. Et puis pour des cas un petit peu plus complexes, qui sont ceux qui nous intéressent particulièrement, dans des histoires. Hein, et il développe l'importance du rôle des histoires. Comment on se raconte ce qui s'est passé, puis on stocke ces histoires, ou alors les histoires qui sont partagées au sein d'une même communauté d'experts, hein, et qui vont servir de base pour rapprocher une situation concrète de la situation vécue. Alors, ce qui est intéressant dans cette vision, c'est que, bien sûr, l'humain peut se tromper, hein, l'expert peut se tromper, il n'est pas du tout à l'abri de l'erreur, mais cette erreur, d'abord, elle n'est pas systématique, et comme dit Kahneman et toute l'école des biais cognitifs. Au contraire, la plupart du temps, ces experts sont extrêmement performants. Et puis, au-delà de ça, le décideur humain est facteur de fiabilité. En particulier, il est facteur de fiabilité parce que dans des situations complexes, grâce à ces processus de reconnaissance et cet appel aux histoires stockées, etc., il est capable de donner un sens aux situations complexes. Et même, dans son dernier livre, là, Klein s'intéresse à l'imagination créative, hein, et dit que cette capacité à donner un sens peut déboucher sur, dans certaines situations, des solutions originales et créatives, ce dont des systèmes automatiques, même intelligents, ne sont pas capables. Merci beaucoup Hervé pour ces premiers éclairages. Alors on va passer maintenant à une question interactive. On va poser donc une question à l'ensemble de nos participants. Jean-Marc, s'il te plaît, si tu peux mettre le lien de cette première question. Selon vous, dans quel contexte l'approche naturalistique decision making pourrait être pertinente? Donc, vous avez un lien qui vient de s'afficher dans le chat. Vous appuyez dessus, vous répondez. Et puis ensuite, on va découvrir l'ensemble de vos réponses pour les commenter. Donc, je vous laisse cliquer sur le lien et répondre à cette première question. Alors, nous avons déjà des premières réponses. Donc, les premiers éléments que l'on commence à voir, c'est que pour une bonne partie des gens, donc 53% finalement, l'approche naturalistique decision making serait une belle opportunité à utiliser dans le cadre de décisions stratégiques sur le long terme. Nous avons en deuxième partie les situations avec de fortes incertitudes. Hervé, est-ce que tu pourrais nous commenter ces premiers résultats en nous disant, est-ce que dans l'expérience que tu as, des connaissances que tu as, dans quelle situation finalement, dans quel contexte commence à être le plus utilisée cette approche de naturalistic decision making? Alors, c'est un petit peu en décalage avec effectivement les réponses, parce que c'est plutôt dans les situations de
de forte incertitude, hein, c'est-à-dire des situations, typiquement la décision d'expert, quoi, marquée par l'incertitude, la variabilité, la complexité, donc le pompier, le chirurgien, le pilote de chasse, etc. Hein, c'est là-dessus surtout que ce courant a travaillé. Une des méthodes clés qu'ils ont développé avec plein de variantes, c'est comment comprendre les différentes tâches cognitives qu'effectue l'expert dans son processus de décision. Hein. On appelle ça la cognitive task analysis. Il y a des tas de variations dans les méthodes, mais c'est un groupe d'outils. Donc, c'est plutôt à ce type de situation-là que pour lequel ce courant-là est équipé. Du coup, les situations d'urgence sont en quelque sorte une déclinaison, hein, une variation de ces situations d'incertitude. Par contre, sur les décisions stratégiques à long terme, il y a des choses très intéressantes, mais la focalisation quand même du naturalistic decision making, elle est sur l'individu ou le petit groupe. Hein. Quand on passe au niveau de l'organisation dans son ensemble, quand on a des systèmes complexes avec des systèmes technologiques, des systèmes organisateurs, des hiérarchies, des systèmes de règles très compliqués, donc niveau organisationnel, niveau socio-technique, hein, comme on dit dans notre langage, c'est moins. Il y a des choses très intéressantes, mais c'est moins son niveau naturel. C'est plus, en revanche, ce à quoi s'intéresse le domaine dont on va parler avec Jean, qui est le domaine de la resilience engineering. Merci beaucoup Hervé. Yvan, y a-t-il des questions pour Hervé ? Oui, il y a pas mal de questions pour Hervé, notamment en ce qui concerne la préparation ou la formation des gens à ce type de situation dans l'incertain. Il y a des commentaires qui sont un peu des questions. Est-ce qu'il y a je suppose que ça change les modalités de se préparer à l'incertain plutôt que des formations assez classiques. Est-ce qu'il y a des pistes sont citées? Est-ce qu'il faut consulter les expérimentés de terrain? Est-ce que ça permet de mieux se préparer? Est-ce qu'il faut s'entraîner à essayer de comprendre ce qui se joue et anticiper les modes dégradés? Est-ce qu'il faut le faire dans des conditions naturelles et pas dans des conditions de laboratoire? Est-ce qu'il a été identifié dans ces travaux des modalités un peu alternatives et plus adaptées à se préparer justement à l'imprévu? Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment l'idée clé, hein, l'idée naturelle, naturaliste, c'est aller voir ce qu'il se passe sur le terrain. Alors il y a tout un éventail de techniques, hein, pour ça qui ont été, donc il y a des tas d'outils, des interviews, des observations, des méthodes d'élicitation, des connaissances, etc. Les simulations, beaucoup. Hein, donc c'est très équipé. Mais c'est tout à fait l'axe. Actuellement, il y a même des gens qui proposent de faire des ethnographies, hein, c'est-à-dire vraiment d'aller suivre les décideurs. Pour donner un exemple qui est très célèbre de ce que Klein et son équipe a pu faire. Il y a eu pendant la première guerre du Golfe un officier de tir sur une frégate anglaise qui a tiré un missile antimissile sur quelque chose que lui il a identifié comme étant un missile irakien se dirigeant vers un porte-avions américain. Mais sur les informations qui disposaient, c'est-à-dire en gros un écran radar, il y avait apparemment aucun moyen de distinguer si c'était un missile ou si c'était un avion américain qui rentrait vers le porte-avions. Et en fait, c'était un missile irakien, donc il a sauvé un porte-avions américain, et c'est devenu un héros. Et par contre, le type, l'expert l'officier de tir était incapable d'expliquer. Il disait qu'il était certain de sa décision, et il était incapable d'expliquer pourquoi il avait cette certitude. Hein, et il a fallu 2 ans d'interrogatoire sur toutes les méthodes possibles et imaginables pour qu'on trouve la raison pour laquelle il avait eu cette certitude que c'était pas un avion, comme d'habitude, mais que c'était un truc exceptionnel, un missile qui avait été tiré par les Irakiens. Donc c'est vraiment, oui, c'est l'idée de base. Hein, sur le terrain, se rapprocher des gens sur le terrain.
Il y a d'autres questions, une série de questions autour des biais cognitifs en particulier, Ouais. avec peut-être en citer deux des questions. Est-ce que dans la crise du Covid, des recherches, des études ont pu mettre en évidence des biais particuliers qui ont été particulièrement à l'œuvre dans la prise de décision, qu'elle soit publique ou autre, et si oui, comment les contrer? Puis une autre série de questions, c'est des questions assez larges, hein, je te laisserai choisir lesquelles tu traites, sachant que vous pourrez répondre en différé à plein d'autres questions qui ont été posées. Ouais. Est-ce que dans la décision, on voit beaucoup les algorithmes, l'intelligence artificielle, etc., qui se déploient, sont soumis à ces biais? Est-ce que c'est un des risques importants de ces nouveaux outils et qui sont quand même assez basés sur le contrôle? Et est-ce que dans cet esprit, est-ce qu'ils sont fiables? Ah oui, alors ça, c'est deux grosses questions. Alors la première, alors je suis un petit peu embêté de répondre sur les biais cognitifs parce que, comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand fan de cette idée de biais cognitifs. Alors oui, il y a un de mes collègues d'HEC qui s'appelle Daniel Siboni, qui a fait des tas de conférences là-dessus. Donc, vous pouvez trouver ça très facilement sur YouTube, d'analyse. C'est un des tenants de cette approche par les biais cognitifs. Et donc, il fait des tas d'analyses de la crise en identifiant les biais cognitifs. Alors, ça n'est pas du tout inintéressant, hein, mais je pense que ça a des limites, et c'est un petit peu le problème, c'est que des biais cognitifs, on peut toujours en trouver. Hein. Et alors, et le deuxième problème, en revanche, c'est qu'on ne sait absolument pas quoi faire pour les corriger. Il y a une contradiction dans les termes, hein, si ces biais cognitifs ils sont ancrés dans le fonctionnement de notre cerveau, on peut pas y faire grand-chose, quoi. Hein. Donc, c'est peut-être intéressant à connaître, mais en tout cas, ça ne donne pas véritablement de levier d'action. Alors que l'approche naturaliste, elle donne des leviers d'action parce que elle explique comment décomposer les processus de décision et de raisonnement, et éventuellement comment les reconstruire avec des outils pour faire tout ça. Hein, donc voilà, donc j'esquive un petit peu cette question pour maintenir ma doctrine, hein, qui est, en gros, le naturalistic decision making, c'est mieux que l'approche par les biais cognitifs. Pour ça, c'est tout à fait intéressant quand même de lire des choses sur les biais cognitifs. Alors, la deuxième question. Ah, pardon. Ah, non, alors peut-être. Parce que non, mais effectivement, tu as raison, Dunia. Peut-être on peut garder la deuxième question sur les systèmes, parce qu'on avait prévu, je crois, d'évoquer ce point-là à la fin, et avec Jean aussi. Hein, donc peut-être on peut garder. Oui, tout à fait. Donc, on a vu avec toi, Hervé, toute cette nouvelle approche de naturalistic decision making qui est plutôt sur une orientation individuelle, de prise de décision individuelle ou de petits groupes. Maintenant, on va s'intéresser dans cette deuxième partie à la résilience organisationnelle avec Jean. Jean, que fait Cyrulnik dans cette histoire finalement? C'est quoi la résilience quand on parle de sécurité industrielle? Alors, Cyrulnik a beaucoup fait pour le mot résilience. Hein. Il a popularisé cette notion avec beaucoup de talent. Et bon, c'est une application effectivement du mot résilience en psychologie, en neurosciences. Et ça désigne la capacité des gens à continuer à vivre, à se reconstruire après un traumatisme, par exemple. Il y a toute une discipline sur la résilience des enfants, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que déjà à ce niveau-là, sur cette résilience-là de l'individu, de la psychologie individuelle, on voit on montre que le sens de ce qui arrive, la capacité à faire du sens de ce qui nous arrive, la capacité à partager ce sens, à avoir des liens sociaux, à nouer du lien social, est extrêmement importante dans la résilience, dans la capacité de surmonter les traumatismes. Mais bon, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On réemploie ce mot pour l'appliquer à des organisations, voire au-delà des organisations, la société tout entière. Personne ne peut plus
ignorer le mot résilience aujourd'hui. Il est rare d'avoir un journal qui ne met pas dans ses titres en première page le mot résilience, et tout le monde l'emploie, notamment à propos de la crise de la Covid. Et effectivement, c'est ce sens généralisé du mot résilience qu'on va discuter là. C'est la résilience finalement des systèmes vivants, des systèmes adaptatifs. La vie, c'est la résilience en action. L'évolution darwinienne, c'est la résilience en action. Et donc, quand on parle de résilience pour des systèmes comme ça, c'est, pour résumer et le dire très simplement, la capacité de survie, la résilience. La capacité de survie face à des changements profonds, à des changements de climat, à des grands chocs qui provoquent des dégâts, des extinctions massives d'espèces même, mais pas l'extinction de la vie. La vie et la résilience. Donc, les ressorts de cette capacité à survivre sont intéressants à explorer pour voir comment, au niveau d'une entreprise, d'une organisation, les chocs, les déstabilisations, les ruptures majeures peuvent être mieux comprises et développées. Donc, je précise tout de suite qu'on va parler donc de résilience organisationnelle, de résilience des organisations. C'est pas la résilience de la sécurité. C'est pas la même chose. Voilà. Il va falloir qu'on clarifie le lien entre résilience et sécurité. Et ça veut dire quoi finalement, la survie organisationnelle? Cette résilience organisationnelle, cette survie organisationnelle, c'est quoi? Ouais, je vais garder ma métaphore en quelque sorte de la vie des systèmes vivants. Il y a deux grandes composantes dans la notion de résilience des systèmes vivants. La première idée qui est derrière cette notion, c'est l'idée d'évolution. On parle d'évolution darwinienne. Il n'y a pas de vie sans évolution. Ce qui n'évolue pas disparaît. Nos racines, l'arbre du vivant est sans racines. Nos racines sont fossiles. Les origines ont disparu. Parce ce qui n'a pas évolué, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à nous, a disparu. Et donc ça, c'est une idée très forte. Ça veut dire que un système résilient est un système qui évolue nécessairement. Et dans la notion d'évolution, il y a à nouveau deux grandes idées qui sont contradictoires, partiellement en tout cas contradictoires. Il y a une première idée qui est l'idée d'invariance, d'identité, de mémoire. Il n'y a pas de résilience, il n'y a pas de survie, s'il n'y a pas la pérennisation, la permanence de quelque chose, d'un certain ordre. C'est le code génétique pour les systèmes vivants. Et donc, il faut qu'un certain ordre, une certaine organisation se maintienne. Et ça renvoie à la notion d'identité. Ce qui fait la résilience, d'une certaine façon, c'est le maintien d'une certaine identité. Et donc, on pourra en reparler, mais au-delà de l'identité. Comment ? J'ai pas entendu, Dunia. Je crois que dans un papier, tu disais, je crois qu'au-delà de l'identité, tu parlais dans un papier de fierté d'appartenance également. Oui, c'est ça, c'est la notion d'appartenance, l'identité, la fierté d'appartenir à l'organisation, du coup la conscience d'appartenir à une organisation pour des raisons précises, le sens qu'on donne à cette appartenance devient du coup une condition forte de la résilience. Et puis il y a une deuxième idée qui est antagonique, celle de permanence et d'invariance dans la notion d'évolution, qui est l'idée de changement, évidemment, de changement et de diversification. L'évolution darwinienne trie des choses qui sont capables de survivre dans des projets multiples, une diversification du code génétique qui est produite par les erreurs de réplication. Et ça qui est très intéressant. Il n'y a pas finalement de résilience sans erreur au départ, sans tri
dans un travail du hasard qui produit des écarts, des différences, des erreurs de réplication. Et on l'a vu, on en parle beaucoup avec la pandémie de cette notion-là de diversification. On l'a vu du côté du virus, avec l'apparition de variants qui sont plus ou moins méchants, plus ou moins nocifs, etc. Et on l'a vu aussi du côté de la défense, du côté des vaccins. Hein. Le succès historique de la production de vaccins contre cette pandémie tient énormément à l'incroyable diversité des tentatives qui ont été faites à travers le monde. Et finalement, personne ne pouvait prédire au départ laquelle serait la meilleure, laquelle il fallait véritablement lancer. Il fallait cette diversité pour pouvoir répondre correctement, pour pouvoir construire cette capacité de résilience. Donc ça, je pense, c'est une idée extrêmement importante. Alors, ça, c'était donc la première grande dimension de la résilience, cette notion de système évolutif. Deuxième grande dimension, c'est la notion de compensation. Ces systèmes-là, la vie, les systèmes vivants et puis nos organisations également, sont en permanence sous stress, sont en permanence soumises à des exigences fortes pour survivre. C'est pas facile de survivre dans la jungle, c'est pas facile de survivre en tant qu'entreprise dans un marché concurrentiel comme il l'est aujourd'hui. Et ce stress va modifier, selon son niveau, la résilience de l'entreprise, la capacité de l'entreprise à encaisser, à surmonter, à absorber les perturbations qu'elle va subir. Et c'est là qu'on rejoint la question de la sécurité, le lien entre résilience et sécurité. La résilience, c'est une propriété du système tout entier. La sécurité, c'est une qualité, une autre propriété du système. Lorsque les organisations sont sous tension, et elles le sont, hein, à toutes les échelles, au niveau de l'opérateur de base jusqu'au niveau du comité exécutif, elles compensent leurs perturbations, elles absorbent les conséquences potentielles des perturbations. Il y a ce qu'on appelle une homéostasie, une stabilité de la performance par rapport aux perturbations. Donc les perturbations, les effets des perturbations ressentis par l'organisation ne se voient pas dans la performance, ne se voient pas dans les indicateurs de performance. Et c'est ça le gros problème posé par la résilience vis-à-vis de la sécurité, c'est que cette compensation permanente a des limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, si on exagère, et on reviendra à ce que ça veut dire exagérer, on atteint une saturation. On ne peut plus compenser, on atteint les limites des mécanismes de compensation et on décompense. Pour revenir à Cyrulnik et à la psychologie, il y a une décompensation, un effondrement des mécanismes de compensation. Et c'est là qu'on a des accidents, qu'on peut avoir en tout cas des accidents. Et donc, une idée fondamentale derrière ça, c'est la non-linéarité de la réponse des organisations par rapport aux perturbations qu'elles vivent. Pendant tout un espace de fonctionnement, quand on est loin de la limite des capacités du système, les perturbations sont absorbées de façon remarquable. Et puis, quand on atteint la limite, d'un seul coup, il y a un effondrement de ses capacités. Et donc, plus on fonctionne près de cette limite, moins on a de marge, et plus on est intolérant aux perturbations, plus on est fragile, plus on passe de la résilience à la fragilité. Et donc, une organisation résiliente, c'est une organisation qui garde des marges, qui génère des marges, qui gère des marges, c'est-à-dire, par exemple, des réserves, des stocks, des choses qui apparemment servent à rien, des compétences inutiles, des ressources inutiles, momentanément apparemment inutiles. Voilà, elle a de la graisse sur les muscles. Elle s'interdit une optimisation totale. Et ça, c'est une idée absolument essentielle dans la notion de résilience. Merci Jean. Je propose qu'on passe à une question interactive qui vous est posée à tous, à laquelle vous allez pouvoir répondre dans le chat, vous avez le lien. Selon vous, quels leviers peuvent être activés dans votre organisation pour renforcer la résilience? Donc vous avez plusieurs possibilités, la fierté d'appartenir à l'entreprise,
favoriser la diversité, créer et piloter des marges, analyser les activités et les compensations qui se font, avoir des impératifs de lenteur ou de stop. À vous de jouer, et puis on laissera Jean commenter les résultats de cette petite question interactive. Alors, il commence à y avoir des réponses. On en est à 18, je crois. On voit que globalement, tous les leviers peuvent être activés, avec peut-être les quatre premiers un peu plus que le dernier. On a 51 réponses. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Donc on voit, Jean, qu'il n'y a pas un levier qui se détache, mais qu'il y a plutôt un éventail de leviers possibles qui peuvent être activés. Est-ce que, sans doute en fonction du contexte, est-ce que tu as un commentaire par rapport à ce résultat? Ouais, ça correspond tout à fait à la théorie, je dirais. Effectivement, tous ces leviers-là sont des leviers activables pour construire, renforcer la résilience d'une organisation. Même le dernier, en fait, il était un peu plus concret, un peu plus provocateur, mais c'est déjà des choses qui se pratiquent. La création de lenteur, par exemple, si vous avez l'occasion de visiter un hall d'assemblage chez Airbus, vous serez frappé par l'apparent calme, le silence relatif, l'absence d'agitation. On a l'impression que c'est la pause midi tout le temps. Et ça, c'est voulu, c'est créé pour que le système fonctionne loin de ses capacités maximum. Il n'est pas question de se dépêcher, de faire les choses rapidement, aussi vite que possible, etc. On est très très loin de l'optimum de capacité de production pour maintenir la capacité maximum d'absorption des imprévus, des aléas, etc. C'est tout à fait. Donc c'était même le cinquième était actionnable. Il est déjà actionné. Merci. Je pense que maintenant, il y a peut-être quelques questions. Il y a plusieurs questions sur apparemment des gens qui mettent en place ou qui subissent, selon les expressions, le lean dans leur entreprise et se demandent quelle cohabitation possible, antagonisme, complémentarité entre le lean et la résilience. Est-ce que c'est deux approches qui luttent l'une contre l'autre, qui peuvent vivre ensemble? Alors, moi je dirais que ça dépend totalement de ce qu'on appelle lean. Il y a des interprétations du lean qui sont quasiment, qui le prennent au sens propre, c'est-à-dire la recherche de l'absence de graisse, puisque j'employais cette image tout à l'heure. Donc le dégraissage du mammouth systématique, le fonctionnement le plus pur possible, le plus efficace possible, sans stock, zéro stock, just in time, etc. Si c'est ça qu'on fait, on est anti-résilient. On construit un système extrêmement efficace, extrêmement fiable dans son domaine de conception, mais qui ne résistera pas aux aléas. Donc, on détruit de la résilience au bénéfice de la performance à court terme, de la fiabilité à court terme. Mais il y a d'autres interprétations du lean qui sont là, au contraire, la recherche d'une compréhension maximum de ce qui se passe. Et ça renvoie à ce qu'Hervé expliquait tout à l'heure. Aller voir sur le terrain ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, comprendre comment les gens font ce qu'ils font, comment ils gèrent leurs aléas quotidiens, leurs adaptations, comment ils prennent leurs décisions, comment ils rendent leurs arbitrages, comment ils interprètent la partition en quelque sorte, jour après jour. Et ça, c'est une condition de la résilience, une contribution forte à la résilience. Donc tout dépend de ce qu'on fait du lean, de cette notion. Ok. Dans les questions, alors il y a
Il y a pas mal de commentaires autour de ta tribune à la FONCSI sur le lien entre résilience et Covid-19. Donc, je conseille aux gens de lire un peu les débats et puis de ceux qui n'ont pas lu, le lien est sur le chat pour regarder cette tribune. Il y a d'autres questions qui renvoient. Est-ce qu'on peut identifier des moments où on commence à basculer dans des niveaux de stress de l'organisation et anticiper un effondrement? D'autres personnes font le lien aussi avec une notion comme la zone de bazar ordinaire. À quel moment on s'aperçoit que le coût humain pour maintenir l'efficacité ou le fonctionnement commence à se dégrader. Est-ce que, en bref, est-ce qu'il existe des signaux faibles juste avant l'effondrement, juste avant la crise aiguë? Alors oui, en général, il en existe. C'est pas systématique, mais il en existe. Mais par contre, les organisations sont assez pauvres dans l'exploitation de ces signaux, ou même dans la genèse, la génération de ces signaux. Il faut absolument créer des détecteurs de la petite turbulence qui précède le grand décrochage. Et ça, il n'y a pas de réponse générique à ça. Ça dépend totalement du métier, de l'organisation, de ce qu'on est en train de faire, de l'activité, etc. Mais c'est un objectif essentiel, si on est soucieux de la résilience, que de créer ces détecteurs de début de la perte de contrôle, en quelque sorte. Parce que c'est ça qui va être absolument décisif. Merci. Merci beaucoup, Jean. On va passer maintenant à la troisième partie de ce webinaire. On va faire maintenant le lien entre la prise de décision et résilience organisationnelle. Une question pour les deux finalement. Résilience et naturalistic decision making, en quoi peuvent-ils être des leviers pour dépasser la crise actuelle? Hervé, est-ce que tu veux bien commencer? Oui, bien sûr. Alors, j'ai un peu de mal à ajouter à la liste interminable des recommandations, exhortations, etc., qu'on voit déferler tous les jours sur les médias, etc., sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il aurait fallu faire, etc. Mais justement, pour être sur ce terrain-là, il y a un... dans le contexte actuel, il y a, je trouve, une rage à demander aux décideurs, aux gens qu'on considère comme des décideurs, à leur demander des comptes en permanence sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, etc. À leur demander des justifications, des explicitations de toutes leurs décisions. Et alors de ce point de vue-là, la prise de la naturalistic decision making a montré quelque chose qui est très intéressant. Il a montré que quand on demande à des experts d'expliciter leurs décisions, quand ils sont en train de les prendre, quand ils sont en train de travailler, donc si on leur demande par exemple de penser à voix haute ou des choses comme ça, ou si on fait peser sur eux une obligation ensuite de justifier leur choix, eh ben, on dégrade la qualité de leur décision. Ils agissent moins bien, ils font plus d'erreurs, leurs actions sont moins pertinentes. Alors, je me dis que dans la situation actuelle, il y aurait peut-être avantage à laisser un petit peu en paix ceux qui gèrent, à alléger la pression qu'il y a en permanence sur eux pour qu'ils viennent justifier ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire, etc. Alors après, faudrait expliquer ça aux médias et puis l'opinion publique. C'est pas si évident que ça, mais bon, moi c'est une des choses principales que je verrai aujourd'hui. Ok, donc laisser un peu les décideurs tranquilles et prendre leurs décisions. Jean, une réaction sur des leviers pour dépasser la crise actuelle? Je pense que Hervé a dit l'essentiel. On a un peu du mal à accepter l'idée que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide n'est pas directement le résultat d'une rationalité analytique, de quelque chose qui relève du calcul. Bon, une partie des décisions relève du jugement, de références qui sont éthiques, qui sont morales. Et c'est pour ça que les experts ne peuvent pas expliquer pourquoi ils ont décidé ce qu'ils ont décidé, parce que ce n'est pas le résultat d'un calcul explicitable.
Et ça, c'est encore plus vrai en temps de crise. Et c'est même justement pratiquement la définition d'une crise. La crise, c'est quand les repères du calcul habituel sont perdus, qu'on ne sait plus dire ce qu'il faut faire, pourquoi il faudrait le faire, et qu'on a besoin de changer de référentiel. Donc c'est absolument essentiel de reconnaître ce moment-là. Quand est-ce qu'on doit changer le référentiel et où aller chercher le référentiel alternatif. Merci Jean. Alors, au-delà de la crise, finalement, quels impacts, quelles ouvertures amènent ces nouvelles stratégies, là cette fois-ci, de manière plus globale sur la maîtrise des risques? Hervé? Oui. Je reviens sur le point, la question tout à l'heure qu'Yvan avait transmise, notamment sur l'enjeu du développement des systèmes intelligents, hein, l'intelligence artificielle, toutes ces formes, les algorithmes, etc. C'est très clairement aujourd'hui quelque chose qui transforme très profondément les prises de décision, et en particulier la prise de décision des experts à un niveau. Et alors on peut imaginer que les systèmes remplacent les humains, mais bon, au moins à moyen terme, on sait que ça ne sera pas le cas, et qu'il y aura une co-décision entre décideurs humains et puis des décideurs artificiels, quoi. Hein, et alors, ça ouvre tout un tas de problèmes auxquels, d'ailleurs, les tenants du naturalistic decision making là, ça s'intéresse beaucoup en ce moment. Ils ont publié tout un tas de choses là-dessus, qui est pour que cette cohabitation se passe bien, il faut que le système sache intégrer l'humain, hein, donc d'une certaine manière comprenne l'humain, mais il faut aussi, et c'est un problème souvent moins bien perçu, que l'humain comprenne le système. Comment l'humain s'expliquer comment résonne l'intelligence artificielle, le système intelligent, pourquoi il prend telle ou telle décision, fait telle ou telle chose, etc. Et ce point-là est absolument clé ça préoccupe particulièrement les militaires, hein, par exemple, qui sont en plein dedans. Et donc il y a un renouvellement de ce que c'est qu'un expert. C'est plus juste un humain qui décide tout seul, c'est un humain qui décide avec tout un tas de prothèses artificielles, intelligentes, d'algorithmes et de choses comme ça. Et l'idée qui se dégage de tous ces travaux, c'est que l'humain reste de toute façon central parce que il a cette capacité, alors c'est un mot un peu mystérieux, hein, mais en pratique il n'est pas mystérieux du tout, à donner du sens aux situations, à faire sens de ce qui se passe. Et toute la question est dans l'architecture, le fonctionnement de ces systèmes intelligents, de permettre à l'humain de faire sens de la machine. Donc ça, je pense que c'est un sujet clé pour la maîtrise des risques dans un avenir qui est maintenant très très proche. Hein. Merci Hervé. Jean, sur cette articulation entre l'intelligence artificielle et intelligence humaine, tu le vois comment? Oui, je pense que c'est effectivement, moi, je suis totalement d'accord avec Hervé, c'est un des grands défis de l'avenir. Comment on va articuler ce qu'on appelle l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine pour le contrôle, le pilotage de nos sociétés, au-delà même hein, de la notion de sécurité. Et il se trouve que, bon, on est parti de Cyrulnik tout à l'heure et la semaine dernière, je participais à un séminaire de réflexion, disons, avec lui. Et il a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il a dit « La modernité n'est pas un facteur d'adaptation psychologique ». Et ça, c'est tout à fait vrai. Et je pense qu'on le voit bien en matière de sécurité. Plus nos systèmes sont sûrs, plus les accidents résiduels sont insupportables. Plus nos systèmes sont
automatisés, gérés par une intelligence artificielle, plus ils sont fiables et plus les exigences qu'on leur pose en matière de sécurité sont radicales. On n'accepte pas du tout les mêmes niveaux de défaillance d'un automate que d'un pilote humain. Voilà, c'est comme ça. Et donc, fondamentalement, on est engagé dans une espèce de spirale de course-poursuite entre, d'une part, la recherche d'une prédétermination totale de ce qui nous arrive, de ce qu'on va faire, d'un contrôle total de ce qu'on fait, un rejet obsessionnel des vulnérabilités, et puis d'autre part, la perte de résilience, pour réemployer le mot, la vulnérabilité aux signaux noirs que crée cette recherche obsessionnelle du contrôle total. Plus on cherche à contrôler totalement, plus ça se passe sur un territoire réduit et plus ce qui se passe à l'extérieur du territoire, du domaine de vol qu'on a réussi à sécuriser, devient catastrophique. Voilà. Et donc, il y a cet arbitrage à rendre fondamental, hein, c'est un vrai choix de société entre le contrôle total, la sécurité totale, la fiabilité totale, entre guillemets, hein, sur un territoire très bien identifié, et puis l'inconnu total, la catastrophe absolue dès qu'on en sort. C'est vraiment un débat qui va devoir se développer et se résoudre dans les années qui viennent avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, qui amplifie ce débat-là, qui n'est pas nouveau, hein, mais qui va l'amplifier de façon considérable. Merci beaucoup, Jean, pour ce dilemme que tu nous proposes. On va pouvoir prendre une question. Yvan, est-ce que tu peux nous proposer une dernière question pour ce webinaire, s'il te plaît? Il y a une question, on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être des freins à la résilience ou des incompatibilités, par exemple une certaine façon de déployer le Lean. Il y a d'autres questions sur le contexte actuel qui pourraient empêcher une prise de décision en situation d'incertitude et les temps nécessaires à le faire. Sont cités par exemple l'approche, la juridiciarisation et la recherche de plus en plus importante de coupables. Et la temporalité des médias, notamment d'information continue. Est-ce que ça va dans le bon sens pour préparer, pour avoir le temps de décider un incertain? Hervé a déjà un peu répondu dans le chat, peut-être que tu peux partager ta réponse. Et puis, si Jean, tu as un mot à rajouter avant qu'on conclue. Oui, effectivement, l'idée d'avoir des coupables, vient de l'idée d'avoir des responsables. L'idée d'avoir des responsables vient de l'idée d'avoir des décideurs et de l'idée des décideurs qui, à un moment donné, ont pu tout maîtriser et puis prendre une décision. Donc c'est qu'ils l'ont voulu, quoi. Hein, c'est qu'ils ont voulu ce qui va. Et ça n'est pas réaliste et c'est d'autant moins réaliste en situation de crise. On voit bien que dans l'histoire du Covid, là, ça fait 1 an qu'on a des choses qui... on est aussi dans une crise qui a une dimension épistémique. Hein. C'est-à-dire, on découvre des choses. On savait pas comment ce virus, ce qu'il faisait, etc. On savait pas les... Bon. Et donc, on découvre en faisant. Donc, l'idée qu'on va avoir un décideur qui maîtrise toutes les dimensions de la décision et des choix à faire, elle est complètement irréaliste. Et c'est la même chose en dehors de la crise du Covid, c'est la même chose dans des organisations complexes qu'on a aujourd'hui. Donc là, il y a un travail, alors, il faut apprendre à l'opinion publique et à la société à se détacher de cette représentation de la décision. Mais bon, c'est pas quelque chose d'évident. Hein. Il y a un travail important à faire dès la petite enfance. Juste pour Merci beaucoup, Hervé. Une réaction? Une réaction rapide de Jean. Ah oui, juste
Moi, je pense effectivement que la pénalisation, la juridiciation, bon, j'y arriverai pas. La pénalisation des accidents est une manifestation de l'illusion croissante dans la possibilité d'un contrôle total de ce qui nous arrive, etc. Et a des effets extrêmement négatifs, absolument dévastateurs en matière de maîtrise des risques, parce que les décideurs finissent par se protéger de ce risque-là et de ne plus gérer le risque d'accident lui-même. Donc, je pense que ça fait partie. Et il y a une grosse différence entre le droit anglo-saxon de ce point de vue-là et le droit latin et napoléonien dont on se sert nous. Et je pense qu'il y a là aussi des évolutions importantes, des choix de société importants qui sont devant nous. Et ça fera l'objet, je pense, des discussions de la 3e table ronde le 23 juin dans le symposium qu'a évoqué Yvan. Et on a invité Daniel Soulez-Larivière, donc un avocat spécialisé dans les procès associés aux accidents, catastrophes industrielles. Je pense que ça sera très intéressant. Merci Jean, donc ça fait la transition parfaite pour cette conclusion, pour vous dire qu'on vous attend du 21 au 24 juin pour le symposium autour de la résilience et du naturalistic decision making qui aura lieu. Donc ça sera du 21 au 24 juin avec une journée spéciale le 23 juin dédiée aux questions industrielles avec différentes tables rondes avec des dirigeants de grands organismes et groupes industriels et des présentations d'experts internationaux. Je vous donne également quelques références si vous voulez en savoir un peu plus, des propositions des livres de Gary Klein et sur la Resilience Engineering. Merci beaucoup d'être avec nous. Encore merci Jean et Hervé pour ces discussions passionnantes qui nous envoient vers de nouvelles modalités et de mise en perspective au niveau industriel. À très bientôt dans cette campagne Gestion des risques et Covid-19. Merci à vous.